Ne t'affole pas, mais notre cerveau ne peut stocker que 7 bits dans sa mémoire à court terme, voire moins pour certaines personnes. N'essaie pas de comparer ton cerveau à la capacité d'un téléphone, même pas celui que tu avais en 2005. Un simple octet correspond déjà à 8 bits. C'est pourquoi tu as parfois même du mal à apprendre un numéro de téléphone par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux y écrire des informations, mais tôt ou tard, tu manques d'espace. Pour vérifier la capacité de ta mémoire de travail, fais ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens se souviennent d'un maximum de 7 éléments de la liste. Les chats ne ressentent pas le goût sucré car ils n'en ont pas besoin en raison de leur régime alimentaire carnivore. Ils font partie des rares animaux de la planète qui ne peuvent pas ressentir le goût des choses sucrées. C'est difficile à croire, mais sur cette photo, tu peux distinguer 1 million de couleurs différentes. Lorsqu'elle est vue en taille réelle, elle comporte 1 million de pixels et chacun d'entre eux est d'une couleur différente. Même si tu n'es probablement pas capable de les nommer toutes, ton œil reconnaît les nuances quand tu les vois de près. Les cafards sont résistants, ils peuvent survivre à des conditions extrêmes et existent depuis que les dinosaures régnaient sur notre planète. Mais la reine des termites les bat à plat de couture, avec une durée de vie de 50 ans. C'est la plus grande longévité parmi les insectes. Les termites ordinaires, quant à eux, ne vivent qu'1 à 2 ans. Certains des muscles les plus puissants de ton corps ne sont pas dans tes bras ou tes jambes, ils sont dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication et il doit être très fort pour que tu puisses manger normalement. Et tu sais, ces muscles qui te permettent de bouger tes oreilles, ce sont les temporaux, situés au-dessus de tes tempes. Ils t'aident aussi à mâcher tes aliments. Les puces peuvent sauter jusqu'à 130 fois la hauteur de leur corps. Pour mettre cela en perspective, imagine-toi en train de sauter par-dessus l'Empire State Building. Les chiens sont capables de rêver, et si tu as un chien, il est probablement en train de rêver de toi. Les recherches suggèrent que les chiens, comme les humains, s'inspirent de leurs expériences quotidiennes lorsqu'ils rêvent. Il existe des pastèques de la taille d'un grain de raisin. Les cucamelons ou melons souris ressemblent en fait à de minuscules pastèques, mais ont en même temps un goût d'agrumes. La crevette menthe est l'une des créatures les plus colorées du monde. À nos yeux, elle a l'air d'avoir les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais pour ses congénères, elle arbore une véritable explosion de couleurs. Leurs yeux peuvent détecter des milliards de nuances de plus que les nôtres. Au Tibet, il existe des pommes diamants noirs qui ne sont ni vertes ni rouges, mais d'un violet foncé. L'endroit où elles poussent reçoit beaucoup de lumière ultraviolette pendant la journée, tandis que les températures baissent drastiquement pendant la nuit, ce qui fait que la peau des pommes prend une couleur plus foncée. Lorsque les hippopotames ont trop chaud, ils suintent un liquide rosâtre à travers leur peau. Celui-ci recouvre leur corps et les protège des coups de soleil. Donc on peut dire que les hippopotames sécrètent leur propre crème solaire. Les poulets sont les descendants vivants les plus proches du T-Rex. Les scientifiques ont comparé l'ADN du T-Rex vieux de 68 millions d'années avec celui de 21 espèces modernes et ont découvert que les poulets étaient leurs plus proches cousins. Les paresseux sont capables de retenir leur souffle plus longtemps que les dauphins. Ils ralentissent leur rythme cardiaque et peuvent rester ainsi pendant près de 40 minutes. Les dauphins doivent remonter à la surface pour respirer toutes les 10 minutes. L'étoile de mer n'a ni cerveau ni cœur et elle n'a pas non plus de poumons. Pourtant, elle possède des centaines de pieds minuscules qui lui permettent de marcher et qui pompent également de l'eau dans le corps de l'étoile. L'eau agit comme du sang pour la créature. Les abeilles ont 2 estomacs. Un estomac leur sert à se nourrir, tandis que l'autre est dédié au stockage du nectar qu'elles récoltent sur les fleurs afin qu'elles puissent le rapporter à leur ruche. Les dauphins dorment toujours avec un œil ouvert et ne sont jamais complètement endormis. C'est parce que leur respiration n'est pas automatique et ils doivent continuer à remonter à la surface pour respirer. S'ils dormaient complètement, ils se noieraient tout simplement. Les humains sont les seuls animaux dont le cerveau rétrécisse avec l'âge. Il peut même le faire à cause de l'isolement et de la solitude. D'autres animaux, même certains de nos lointains cousins d'une branche éloignée de l'arbre généalogique, comme les singes et les chimpanzés, n'ont pas ce genre de problème. Tu peux sentir le goût de l'ail avec tes pieds. Frotte une gousse directement sur tes pieds, enlève les chaussettes avant, et tu vas être surpris par l'effet produit. La substance chimique responsable de son odeur unique peut être absorbée par la peau, même si la gousse n'est pas dans ta bouche. Étrange, n'est-ce pas ?
Le bouquetin des Alpes est le champion absolu de l'escalade du monde animal. Les mares et les chevreaux semblent défier la gravité en escaladant des falaises verticales où aucune autre créature ne peut évoluer. Les mâles adultes, quant à eux, préfèrent les terrains plats. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent et se divisent constamment, mais elles ont une sorte de minuteur interne qui s'arrête à un moment donné. Certaines cellules cessent d'ailleurs de se reproduire plutôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser lorsque nous atteignons l'âge de 100 ans. Cela signifie que si nous trouvions un moyen d'inciter nos cellules à arrêter le minuteur, nous pourrions potentiellement vivre éternellement. En tout cas, tant que notre compte en banque le permet. Les yeux des rennes changent de couleur en fonction de la saison. En été, quand les jours sont plus longs et plus clairs, ils sont bruns. Mais en hiver, quand il fait plus sombre et que les jours sont plus courts, leurs yeux deviennent bleus. La teinte bleue les aide à voir dans l'obscurité et empêche la pression de s'accumuler dans l'œil. Cela est dû au fait que les pupilles restent dilatées pendant longtemps durant les mois sombres de l'hiver. Les coqs s'empêchent de devenir sourds lorsqu'ils chantent en inclinant leur tête en arrière. Cela recouvre leur canal auditif et agit comme un bouchon d'oreille intégré. Leur chant produit à peu près autant de décibels que le bruit d'une tronçonneuse. La surface de la Terre n'est pas uniforme, ce qui signifie que sa masse est également inégale. Ainsi, la gravité n'est pas la même à tous les endroits de la Terre. Il y a une mystérieuse anomalie dans la baie d'Hudson au Canada. La gravité y est plus faible que dans les autres régions environnantes, et les scientifiques pensent que c'est à cause de la fonte des glaciers. Pendant la dernière période glaciaire, cette région était couverte de glace, qui a désormais fondu depuis longtemps. Mais la planète ne s'est pas complètement remise de son fardeau glacé. La gravité d'une zone quelconque est proportionnelle à sa masse. Or, le glacier a laissé une empreinte qui a repoussé une partie de la masse de la planète, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles la gravité est plus faible dans cette zone. Le plus fort tremblement de terre jamais enregistré a eu lieu au Chili avec une magnitude de 9,5. Si un séisme atteignait un jour la magnitude 12, il pourrait fendre notre planète en deux. Quand les requins ont besoin de leur café du matin, ils vont aussi au café du coin. En 2002, des chercheurs ont découvert une zone dans l'océan Pacifique qu'ils ont surnommée le White Shark Café, où les grands requins blancs viennent pendant l'hiver. Ils y passent du temps ensemble, se racontent des blagues et rient des histoires sur le nombre d'humains qu'ils ont effrayés, puis retournent sur la côte pour nous effrayer un peu plus quand le temps se réchauffe. Les pieuvres ont 3 cœurs, dont 2 pompent le sang vers les branchies et le 3e vers d'autres organes. Leur sang est bleu d'ailleurs, et elles ont aussi jusqu'à 9 cerveaux. L'un est central et les 8 autres contrôlent, tu l'as deviné, leurs 8 membres. Les orques font partie des créatures les plus intelligentes de la planète. Elles entendent les appels de leurs congénères à des dizaines de kilomètres à la ronde et ont des appels uniques pour chacun de leurs groupes. Ces appels ont une fonction similaire aux noms humains. J'ai une sacrée nouvelle pour vous. Les rats sont chatouilleux. En tout cas, c'était une nouvelle pour moi. Quoi qu'il en soit, ils ont ce que l'on appelle un centre du rire dans leur moyen cerveau. Et ils s'activent lorsque quelqu'un chatouille ces animaux ou quand ils se livrent à des activités amusantes et ludiques. Les chercheurs ont découvert cela en 2016, après avoir chatouillé le ventre des rongeurs et écouté leurs petits couinements aigus. Les colibris sont les seuls oiseaux que nous connaissions qui puissent voler en arrière. Ils le font principalement quand ils veulent s'éloigner des fleurs. Et voici un animal qui est incapable de reculer, le kangourou. Ils peuvent sauter et parcourir de grandes distances, mais la structure de leurs puissantes pattes arrière et de leur grande queue les empêche de marcher à reculons. Les narvals sont ces créatures étranges qui ressemblent à des sortes de licornes de mer. Cette corne sur leur tête n'est pas une défense, c'est une énorme dent qui sort à travers la lèvre supérieure des narvals mâles. Cette dent joue probablement un rôle dans leur parade nuptiale. Les flamants roses ne sont pas réellement roses, ils naissent gris. Mais au cours de leur vie, ils mangent beaucoup d'algues et d'autres aliments contenant un pigment rouge-orange que nous connaissons sous le nom de bêta-carotène. Ce pigment est décomposé et finit par se retrouver dans leur peau et leurs plumes, ce qui les rend roses. Ils doivent manger énormément de ces aliments pour rester ainsi. Si nous autres, humains, voulions changer la couleur de notre peau, nous ne serions pas capables de manger suffisamment d'aliments riches en bêta-carotène pour devenir réellement rose ou, dans notre cas, carrément orange. Les paresseux sont vraiment lents
Toutes les blagues et références à leur sujet sont vraies. Mais ils sont aussi de très habiles nageurs, et ils se déplacent dans l'eau 3 à 4 fois plus vite que sur Terre. Ils peuvent faire la brasse tout comme les humains. Et c'est une compétence importante pour eux, car ce sont des animaux tropicaux vivant principalement dans les jungles. Et ces zones sont souvent inondées. Les tigres sont les plus grands membres de la famille des félins. Et oui, plus grands encore que les lions. Ensuite, aucun tigre ne présente les mêmes rayures. Leur pelage est en fait un camouflage, qui se révèle utile lorsqu'ils ont besoin de trouver le coin idéal d'où leur proie ne les verra pas. Il est intéressant de noter que leur peau est également rayée, pas seulement leur pelage. Et leurs rayures sont aussi uniques que nos empreintes digitales. Même s'ils ont l'air plutôt innocents et rigolos, vous ne voudriez pas déranger un ornithorynque. Ces animaux sauvages font partie des quelques espèces de mammifères capables de vous empoisonner. Ils ont des ergots sur les bouts de leurs pattes arrière qui peuvent libérer du venin. Ils n'est pas assez puissants pour être mortels, mais la piqûre peut tout de même être très douloureuse et provoquer un gonflement ainsi que d'autres problèmes. Lorsqu'une coccinelle doit se défendre contre d'éventuels prédateurs, elle commence par saigner des genoux. Ce n'est pas du véritable sang qui sort de ses articulations. C'est une substance chimique particulière qui sent très mauvais et, par conséquent, repousse les prédateurs. Elles ont un autre mécanisme qui les aide à survivre dans l'impitoyable règne animal, leur couleur spécifique. Les prédateurs n'aiment pas vraiment les combinaisons de couleurs vives telles que le rouge, l'orange et le noir, car ils savent que les créatures colorées de cette façon peuvent avoir un goût affreux. Les coqs peuvent être extrêmement bruyants le matin, mais ils ne deviennent pas sourds, car ils n'entendent même pas à quel point leurs cris peuvent être forts. Ce qui les protège, ce sont des sortes de boules skies intégrées. Les poules ont un système semblable qui réduit le risque de perte d'audition. Non seulement elles possèdent cette protection, mais elles peuvent également faire repousser leurs cellules ciliées cochléaires si elles sont endommagées en seulement quelques jours. Les hiboux n'ont pas vraiment de globes oculaires, ils ont quelque chose qui s'apparente plutôt à des tubes oculaires. Et ils ne peuvent pas les bouger de gauche à droite comme nous pouvons le faire avec nos yeux. C'est pourquoi ces oiseaux ont des coups incroyablement flexibles. Ils sont capables de tourner leur tête à 270 degrés. En comparaison, les humains ne peuvent tourner la leur qu'à 180. C'est pourquoi les hiboux ont un système spécifique de vaisseaux sanguins dans leur tête. Il apporte du sang frais au cerveau si un oiseau tourne sa tête trop rapidement et coupe sa circulation. Nage droit devant toi. Vous vous souvenez peut-être de la façon dont Dory le poisson chirurgien bleu chantait cela dans Le Monde de Nemo. Dory n'était pas un requin, mais c'est un message que certaines espèces de requins doivent prendre au pied de la lettre. Les requins mako, les grands requins blancs, les requins balinas et d'autres espèces doivent continuer à nager toutes les temps, sinon ils arrêteront de respirer. Nous utilisons nos poumons pour respirer. Et certains requins utilisent une méthode appelée pompe buccale. Cela signifie qu'ils nagent la bouche ouverte. De cette façon, ils permettent à l'eau de circuler à travers leurs branchies, et donc d'en extraire l'oxygène. L'animal le plus dangereux de notre planète n'est pas un ours, un requin ou un tigre aux dents acérées. C'est quelque chose de beaucoup plus petit, le moustique. Non seulement il est extrêmement irritant, mais il transmet aussi des maladies graves comme la fièvre jaune, le paludisme ou la dengue. Chaque année, des centaines de milliers de personnes sont emportées par de telles maladies. Les moustiques surpassent également en nombre toutes les autres créatures à travers le monde, mis à part les termites et les fourmis. Les grizzlies sont des animaux incroyablement forts, dotés d'une puissante morsure, capables d'écraser une boule de bowling. C'est pour cette raison qu'on ne les autorise justement pas dans les salles de bowling. Malgré cela, ce sont essentiellement de petits mangeurs. Ils sont assez forts pour faire de leur repas tout ce qu'ils rencontrent, y compris un bison, un élan ou un caribou. Mais ils aiment toujours grignoter leurs fruits, noix et autres baies, voire même une petite souris malchanceuse qui se perdrait pour finir dans la bouche du prédateur. Le taipan du désert est le serpent le plus venimeux de la planète. Nous le connaissons aussi sous le nom d'Oxuranius microlepidotus. Il vit en Australie. Une seule morsure sécrète suffisamment de venin pour s'avérer fatale à au moins une centaine d'humains adultes. Et une demi-heure y suffit si vous n'avez rien pour traiter la morsure immédiatement.
On dit que ces serpents sont le plus souvent timides et préfèrent se préoccuper de leurs propres affaires. Mais comme les autres animaux, ils attaqueront s'ils se sentent menacés ou provoqués. Il existe un type de tortue qui peut rester en vie pendant des mois sous la glace en respirant par son derrière. Quand il fait plus froid, certains animaux ne trouvent pas d'endroit sûr où demeurer. Ils doivent donc survivre aux conditions hivernales rigoureuses où qu'ils soient. Et tandis que les abeilles se mettent à l'aise dans leur nid et que les ours dorment dans des grottes, les tortues peintes n'ont d'autre choix que de rester dans leurs étangs gelés. Comme la glace limite leur accès à l'air, elles extraient directement l'oxygène de l'eau et respirent par leur derrière. Oui, j'avoue que ce serait bien pratique. Il est bien connu que les corbeaux sont des animaux incroyablement intelligents. Ils excellent dans la résolution de problèmes. Mais il semble qu'ils aiment également une impressionnante intelligence sociale. Ils sont très en phase avec leurs sentiments, ainsi qu'avec les émotions de leurs compagnons. Si un corbeau dans le groupe se sent morose, il est probable qu'il entraîne les autres aussi. Un vrai rabat-joie. Quand ils voient un oiseau qui n'aime pas certaines nourritures et l'exprime de manière très vive, ils perdent aussi tout intérêt pour leur propre nourriture. La crevette pistolet est l'un des animaux les plus bruyants au monde, quoiqu'elle soit minuscule. Seulement 900 mètres de long environ. Quand elle détecte une proie, elle ouvre sa grosse pince qui peut atteindre jusqu'à la moitié de la longueur de son propre corps et laisse entrer un peu d'eau. Ensuite, elle referme la pince très rapidement, ce qui projette un jet de balles extrêmement puissant, de près de 100 km/h. Ces balles peuvent étourdir, ou même terminer la proie que la crevette essaie d'attraper. Et quand les bulles éclatent, elles produisent une détonation surprenamment forte, de plus de 210 décibels. Les crocodiles sont encore plus effrayants que nous ne le pensions, car beaucoup d'entre eux peuvent galoper comme des cabris. Ils ont probablement hérité cette capacité de leurs anciens ancêtres crocodilomorphes, qui étaient aussi trapus que des chats, avaient de longues jambes, et pouvaient courir à une vitesse d'environ 18 km/h. Les plus petits crocodiles galopent le plus souvent quand quelque chose les poursuit. Mais les caïmans et les alligators n'ont évidemment pas besoin d'utiliser cette compétence. C'est vous qui êtes le plus susceptible de prendre vos jambes à votre cou quand vous les voyez. Tu viens de t'asseoir pour manger dans ton restaurant préféré. Le serveur vient prendre ta commande de boisson. Tu as eu une envie de soda toute la journée. Alors, tu commandes un Coca. Le serveur a l'air vraiment désolé, mais il dit « Nous n'avons que du Pepsi ». Peux-tu compter le nombre de fois où cela t'est arrivé ? Même lorsque tu voyages à l'étranger, c'est soit du Coca, soit du Pepsi, et tu finis par devoir choisir ton camp. Creusons un peu cette rivalité. L'un des deux est-il objectivement meilleur que l'autre ? Premier critère, la variété. Les deux boissons sont plutôt bonnes dans ce domaine. Tu peux facilement choisir entre un Coca Light, un Coca Zero ou même un Coca Cherry. Avec Pepsi, tu peux commander des saveurs aussi originales que citron, citron vert, caramel et même certaines saveurs épicées. Le critère suivant est le goût. C'est quelque chose de très personnel, si bien qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais chacun a son préféré. La recette du Coca-Cola est un secret jalousement gardé depuis 1891, lorsque John Pemberton, l'inventeur de la boisson, a vendu sa recette. Elle a ensuite été modifiée par l'acheteur Asa Candler, et c'est toujours la recette que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Le goût sucré de Pepsi, quant à lui, a été mis au point par Caleb Bradham. Quelque temps plus tard, Charles Goose a racheté l'entreprise en faillite de Bradham. Cet homme possédait aussi une entreprise de bonbons appelée Loft. Cela peut-il expliquer pourquoi la recette de Pepsi est plus sucrée que celle du Coca-Cola ? Qu'en disent les papys ? Plutôt Coca ou Pepsi ? Maintenant, tu viens de te réveiller. Tu as commandé une pizza la veille et tu es prêt à en dévorer les restes pour ton petit déjeuner. Tu ouvres le frigo et oh ! Tu es confronté à un choix difficile. Pizza froide ou pâte froide ? Pourquoi ces deux plats ont-ils encore si bon goût lorsqu'ils sont froids ? C'est une question de composition chimique. Selon les experts en pâtes, les spaghettis ont encore meilleur goût le lendemain grâce à un élément appelé amidon. On le trouve principalement dans les céréales et les pommes de terre. Pour faire simple, les ingrédients de ces plats ont plus de temps pour se mélanger lorsqu'ils passent la nuit dans le frigo. L'amidon absorbe la graisse, la sauce et l'assaisonnement pendant la nuit. Il aspire tout le goût et rend la saveur beaucoup plus riche. Cela vaut aussi bien pour la pizza que pour les pâtes.
Ce n'est donc pas un hasard si certaines personnes commandent souvent ce type d'aliment juste pour avoir des restes à apprécier le lendemain matin. Toujours sur le thème de la pizza, réglons la question de l'ananas sur la pizza une bonne fois pour toutes. Il est vrai que c'est une ligne rouge que beaucoup d'entre nous se refusent à franchir. D'un côté, certains affirment que les baies n'ont pas leur place sur une pizza. Attends, quoi ? Eh oui, au cas où tu ne le saurais pas, les ananas sont bien des baies. Ou plus précisément, un groupe de baies qui ont fusionné ensemble. De l'autre côté, il y a les inconditionnels de la pizza hawaïenne. Ceux-là essayeront de te convaincre que l'ananas est délicieux lorsqu'il est mélangé à de la sauce tomate. Il est censé ajouter de la douceur et de la fraîcheur pour contrebalancer le piquant de la sauce. Qu'as-tu à dire à ce sujet ? Es-tu pour ou contre ? Au fait, tu as déjà essayé l'ananas dans un hamburger ? Oui, ils ont aussi conquis les hamburgers. Certains amateurs affirment que l'ananas joue le même rôle que les cornichons. Il apporte cette saveur à la fois sucrée et acidulée dont ton burger a besoin. Deux sœurs jumelles ne sont jamais vraiment identiques, sauf quand il s'agit de barres Twix. As-tu déjà choisi ton camp ? Manges-tu d'abord le Twix de gauche ou de droite ? Est-ce que cela fait une différence ou est-ce que tout cela n'est qu'un coup marketing ? Si tu as acheté des Twix récemment, tu as probablement été confronté à 3 options. Un paquet ordinaire, un paquet censé contenir 2 barres de gauche et un autre censé contenir 2 barres de droite. Comme tu le sais peut-être, les Twix viennent par paires. Mais en 2012, l'entreprise Mars, qui fabrique les Twix, a chamboulé le monde de la barre chocolatée. Ils ont commencé à affirmer que les barres n'étaient pas de vraies jumelles. Grâce à des publicités très humoristiques, Mars a fait croire que le processus de production de chaque barre était différent. L'histoire raconte que les inventeurs de Twix, les frères Earl et Seamus, ont un jour atteint un point de rupture. Ils n'étaient pas d'accord sur les techniques de versement du chocolat et la consistance du caramel. Alors, chaque frère est parti fonder sa propre entreprise. Par exemple, dans l'entreprise Twix de gauche, la base du biscuit croustillant est saupoudrée de caramel et baignée de chocolat. Alors que dans l'entreprise Twix de droite, le biscuit croustillant et la base crémeuse de caramel sont enveloppés de chocolat. Ce qui revient un peu au même, soit dit en passant. Mais quoi qu'il en soit, certains fans enthousiastes sont même allés jusqu'à vérifier les faits pour savoir s'il existe de réelles différences entre les barres Twix de gauche et de droite. Il s'est avéré que la barre de gauche était juste un peu plus croustillante. Et au cas où tu te demanderais comment cela a été testé, sache que cela a nécessité un décibelmètre numérique. Les barres de gauche ont obtenu une moyenne de 72,3 décibels de croustillance, tandis que celles de droite ont eu une moyenne de 69,6 décibels. Cela signifie-t-il que la barre de gauche est meilleure ? À toi d'en juger. Les fans pensent que cela pourrait être dû à l'emballage ou au stockage des barres Twix. Ils suggèrent qu'il s'agit moins d'une différence gauche-droite que haut-bas. La barre Twix qui se trouve en bas de l'emballage pendant le processus de production pourrait être moins croustillante. Chaque pays a ses débats alimentaires. Aux États-Unis, le principal est le débat beurre de cacahuète au-dessus ou en dessous de la confiture. Si tu es un amateur, tu as dû développer une préférence. À moins que tu considères comme un sacrilège de mélanger du beurre de cacahuète et de la confiture. Certaines personnes ont des opinions bien tranchées sur la façon de faire le parfait sandwich beurre de cacahuète confiture. Certains avancent que le beurre de cacahuète constitue la base parfaite pour la confiture, tandis que les autres affirment que la confiture doit être étalée en premier car elle est plus fine et s'étale plus facilement. Alors, de quel côté es-tu ? Maintenant, es-tu plutôt tacos ou falafel ? Tu te demandes peut-être si c'est vraiment comparable. Ces deux types de sandwichs roulés sont délicieux mais servent des objectifs complètement différents. Les tacos sont un plat mexicain composé d'une tortilla frite, pliée et farcie de haricots, de salade ou de la viande de ton choix. Le falafel est un plat du Moyen-Orient qui consiste essentiellement en des galettes de pois chiches ou de fèves moulues assaisonnées à la perfection, farcies dans du pain pita avec de nombreuses garnitures et sauces différentes. On n'a certainement pas fait le tour de tous les débats alimentaires, mais ça t'a certainement mis l'eau à la bouche, n'est-ce pas ? Et au cas où tu ne saurais pas quoi choisir, opte pour un taco falafel. Oui, ça existe vraiment. Tu t'es déjà posé la question de savoir si le café était une soupe ? Apparemment, certaines personnes sont convaincues que le café n'est pas une boisson, mais plutôt une soupe. Selon certains partisans de cette théorie, le café est en fait un bouillon. Car les grains de café sont finement moulus puis infusés dans de l'eau. Ce processus crée un liquide non épaissi, généralement reconnu comme un bouillon. Cette théorie a ses détracteurs, bien sûr. Ils affirment que le café ne ressemble pas du tout à un bouillon. Car cela devrait impliquer que le liquide a une certaine valeur nutritive.
Or, le café est simplement du café. Il est censé avoir bon goût et te donner de l'énergie, mais il ne te remplira pas l'estomac. Dis-nous dans les commentaires ci-dessous quelle est ta préférence pour chacun de ces débats alimentaires. Pauvre Pierre, il a si peur des insectes que son vœu le plus cher serait de trouver un endroit sur Terre où il n'aurait pas affaire à eux. Après des années de recherche et de voyage, il trouve enfin l'endroit idéal, l'Antarctique. Pierre y déménage, convaincu que les insectes ne survivent pas avec le froid. Ah, il ne savait pas que les insectes vivent sur chaque continent de cette planète. Bon, pas tout à fait. Il avait raison en ce qui concerne l'Antarctique. Il n'y a pas beaucoup d'insectes là-bas. En réalité, il n'y a qu'une seule espèce d'insecte qui y habite. Il s'agit d'un moucheron sans ailes appelé le Belgica antarctica. C'est un tout petit insecte, mais il s'agit du plus gros insecte terrestre de l'Antarctique. Ok, on a compris qu'il n'existe aucun endroit sur Terre sans insectes. Bon, ce n'est pas complètement vrai non plus. Tu devras apprendre à nager par contre, car le seul endroit sur Terre qui n'est pas habité par les insectes est la surface couverte par l'océan. Mais pourquoi est-ce que les insectes évitent autant cette zone ? Personne n'a su trouver d'explication. Mais ça peut être dû au manque de végétation dans l'océan. En effet, les insectes ont besoin de plantes pour se nourrir et pour s'abriter. Les insectes sont présents partout et ils ont des oreilles partout. Ils pourraient créer le réseau d'espionnage le plus performant du monde. Leurs oreilles ne sont cependant pas toujours sur leur tête. Certains insectes ont des oreilles sur les ailes, certains sur les pattes, d'autres sur l'abdomen ou même au niveau du cou. La plupart des insectes vivent une vie très solitaire, mais certains d'entre eux ont des familles. Comme les passales par exemple. Ils créent des structures familiales où les deux parents élèvent leurs enfants. Ils ont aussi un vocabulaire bien à eux et ils communiquent par gémissement. Si un insecte tombe d'une certaine hauteur, est-ce qu'il se fait mal ? C'est un peu plus complexe que ça, mais prenons les fourmis comme exemple. Elles ne se font aucun mal en tombant car elles sont extrêmement petites. De nombreux insectes peuvent techniquement tomber de très haut sans se faire aucun mal. Il faut beaucoup de notions de maths et de physique que les insectes eux-mêmes n'ont pas le temps d'étudier pour expliquer tout cela. Pour simplifier, ils sont si légers qu'il n'y a aucun impact avec la surface sur laquelle ils tombent. En tombant, ils n'accumulent pas de vitesse. Ils ralentissent. La taille d'une fourmi, assez importante par rapport au poids, crée beaucoup de friction dans l'air. Et la fourmi finit donc par ralentir en fin de chute. En parlant de fourmis, j'en parlais déjà, non ? Il en existe en moyenne 1 billiard sur Terre. Ça fait environ 1,4 million de fourmis par humain, pour une population de 7,3 milliards d'habitants. Si on calcule ça comme ça, c'est plus leur planète que la nôtre, non ? Difficile d'imaginer une mouche des fruits avec un casque d'astronaute. Mais il s'agit bien des premières créatures vivantes envoyées dans l'espace. En 1947, ces moucherons ont dit au revoir à la Terre et ils ont été envoyés vers l'espace dans une fusée V2 qui a atteint une altitude de 110 km en moins de 200 secondes. Ils sont retombés sur Terre avec un parachute. Tous les insectes ne sont pas si chanceux. Par exemple, les chenilles ont 12 yeux, mais sont presque complètement aveugles. Leurs petits yeux ne distinguent que la lumière et l'obscurité. Elles n'ont pas une image précise de ce qui se trouve face à elles. Et non, des lunettes ne feraient aucune différence, malheureusement. Certains insectes sont très actifs, disons, sentimentalement. Les plécoptères, par exemple, font des pompes pour attirer les demoiselles. Savais-tu que les papillons goûtent leur environnement avec leurs pattes ? Tout à fait, tu as bien compris. Ils ont des capteurs de goût dans les pattes pour les aider à trouver de la nourriture. Ils se posent sur une chenille et la goûtent. S'ils comprennent que c'est une plante que leurs chenilles peuvent manger, ils y déposent leurs œufs. Mais comment mangent-ils, puisqu'ils ne peuvent ni croquer ni mâcher ? Ils utilisent leur longue langue, qui ressemble plus à un tube, appelé proboscis. En gros, c'est une sorte de paille qui aide les papillons à avaler les liquides comme le nectar, par exemple. Les ancêtres de ces êtres fantastiques vivaient sur cette planète bien avant les dinosaures. Selon les chroniques de fossiles, les sauterelles sont apparues sur Terre il y a plus de 300 millions d'années.
Tu as déjà entendu parler d'insectes fans de rock? Et effectivement, les termites aiment ce type de son. Ils grignotent le bois pour comprendre quel est le type de bois présent autour d'eux. Ils utilisent les vibrations. Pourquoi? Parce qu'elles leur permettent de trouver la meilleure source d'alimentation. S'ils sont exposés à du heavy metal ou à du rock, ils vont grignoter le bois plus rapidement. Est-ce qu'ils ralentissent s'ils écoutent du Bach ou du Brahms? Ou ils s'endorment, tout simplement? Voici un insecte que tu ne peux pas repérer facilement. C'est le patron des déguisements. Il ressemble à une feuille. Ces insectes ont développé cette capacité de camouflage afin que les prédateurs ne puissent pas les repérer. Ils peuvent aussi se balancer comme les feuilles secouées par le vent. La nature a ses propres météorologues, les criquets. En effet, ils fonctionnent comme des thermomètres. Tu peux calculer la température externe manuellement en comptant les stridulations d'un criquet par minute. Puis en les divisant par 4 et en soustrayant 19. Tu obtiendras ainsi une estimation de la température en degrés Celsius. Les criquets produisent d'ailleurs un chant unique qu'ils utilisent pour attirer leurs partenaires et défendre leur territoire. Oui, c'est une musique qui attire et qui repousse en même temps. Tu devrais te servir de coccinelle pour des travaux de jardinage gratuits. Elles se nourrissent entre autres d'insectes parasites de plantes. Elles peuvent éloigner les mouches des fruits, ainsi que les acariens. Dans une vie, à savoir plus ou moins 1 an, une coccinelle peut manger jusqu'à 5000 insectes. Voici quelques données incroyables sur nos amis les abeilles. Leurs ailes peuvent battre jusqu'à 190 fois par seconde. Je fais le calcul, ça fait 11 400 fois par minute. Ça, c'est du sport. Elles ont besoin d'être en forme, puisqu'une seule colonie d'abeilles mellifères peut produire jusqu'à 100 kg de miel par an. Ça correspond à 220 pots. C'est l'équivalent naturel d'une usine. Mais il faudrait apprendre aux abeilles à produire du miel. Ce n'est pas dans leur instinct naturel. Une autre information fascinante sur la vie des abeilles, c'est que la température à l'intérieur d'une ruche est toujours d'environ 34 degrés, indépendamment de la température externe. Les abeilles sont très fortes pour isoler leur maison. Elles ont aussi des estomacs différents pour manger et accumuler le miel. Elles sont multitâches. Ok, pas de panique. Mais je pense que tu vas aimer certaines de ces informations sur les araignées. Elles nous aident à contrôler les parasites dans nos cultures. Il vaudrait donc mieux les remercier. Elles ont aussi une vision incroyable. Elles voient des spectres de lumière que nous ne distinguons pas, comme les lumières UVA et UVB. Elles ont aussi d'autres super pouvoirs. Par exemple, un fil d'araignée est 5 fois plus résistant qu'un fil d'acier. S'il était de la même épaisseur, bien entendu. Certains chercheurs pensent que si les araignées étaient de la taille humaine, espérons que ça n'arrive jamais, leur toile pourrait arrêter des objets grands comme des avions. Et cette soie d'araignée, c'est un liquide qui durcit au contact de l'air. Elles sont aussi assez rusées, et elles ont peu à peu acquis plus de ressemblance avec les fourmis. Pourquoi? Pour être moins visibles par les prédateurs, mais aussi pour mieux chasser les fourmis. Les araignées n'ont pas d'ailes, ça c'est sûr, mais celles qui sautent peuvent sauter à une hauteur qui correspond à 50 fois leur taille. Bon, j'ai quand même toujours la chair de poule quand je pense aux araignées, pas toi? La tour de l'Empire State Building a été conçue pour servir de station d'accueil pour les dirigeables. À l'époque, les gens pensaient que ces engins deviendraient le principal moyen de transport du futur. Le projet comprenait des passerelles, des bureaux d'enregistrement et de douane et d'autres infrastructures. Mais les ingénieurs ont réalisé que le vent là-haut était trop fort pour leur plan, et ils ont renoncé à leur idée. Le Salto Angel, la plus haute chute d'eau ininterrompue de la planète, est plus de 2 fois plus haute que l'Empire State Building. Pendant la saison sèche, l'eau qui tombe s'évapore parfois avant d'atteindre le sol. Le bloop est l'un des sons les plus mystérieux jamais entendus sur Terre. Il s'est produit en 1997 et ressemblait au bruit des animaux marins. Mais le volume était trop important pour un son produit par une créature vivante. Le bloop a continué pendant 1 minute. Il a commencé par un grondement sourd, puis a augmenté en fréquence.
L'Antarctique a beau ressembler à un immense champ de glace, il y a en fait un énorme continent en dessous. Cela signifie qu'on y trouve des volcans, des montagnes et des vallées comme sur tout autre continent. Les scientifiques ont récemment découvert que la masse continentale de l'Antarctique possédait le point le plus bas de la planète en dehors des océans, ainsi que d'énormes chaînes de montagnes. Si l'un de ces nombreux volcans entrait en éruption, cela ferait fondre une énorme partie de la glace de surface et augmenterait le déversement de glace dans l'océan. Le niveau de la mer augmenterait et inonderait les zones côtières du monde entier. Les eaux de l'océan seraient également perturbées, ce qui mettrait la vie marine en danger. Heureusement, tous ces volcans sont en sommeil pour le moment. Une journée au pôle Sud dure 6 mois sur ce continent. Le pôle Sud n'a qu'un seul coucher et un seul lever de soleil sur une année entière. La Terre primitive pourrait avoir été violette et non verte. Il existe une théorie selon laquelle les microbes anciens utilisaient des molécules autres que la chlorophylle pour absorber la lumière du soleil. Ces molécules ont probablement donné aux organismes vivants une teinte violette. À l'âge de pierre, la population totale de l'Europe centrale comptait environ 1500 personnes, ce qui signifie qu'elles auraient pu toutes tenir sur un paquebot de croisière moderne de taille moyenne. Les astronomes ont découvert que la Voie lactée pesait environ 1500 milliards de masses solaires, sachant qu'une masse solaire est la masse de notre Soleil. Une toute petite partie de ce poids est constituée d'un trou noir supermassif au centre de la galaxie, 4 millions de masses solaires et de 200 milliards d'étoiles. Le reste est de la matière noire, mystérieuse et invisible. Si toutes les couches de glace et les glaciers de l'Arctique fondaient en même temps, le niveau de la mer s'élèverait de la hauteur d'un immeuble de 26 étages. Sous la lumière noire ou UV, les bananes qui mûrissent ont l'air bleu vif. C'est à cause de la chlorophylle qui se décompose lorsque le fruit mûrit. À cause des mouvements des plaques tectoniques, l'océan Pacifique rétrécit tous les ans et l'océan Atlantique grossit de la même proportion. De nos jours, il ne reste que 2 calottes glaciaires dans le monde datant de la dernière période glaciaire de la planète. La première est la calotte glaciaire du Groenland. La seconde, énorme, est celle de l'Antarctique. Elle a la taille du Mexique et des États-Unis réunis. Les vagues de tsunami passent souvent inaperçues en pleine mer. Elles ne s'élèvent pas à plus de quelques centimètres au-dessus de la surface jusqu'à ce qu'elles atteignent les eaux peu profondes. Mais lorsque l'océan est profond, elles peuvent voyager aussi vite qu'un avion de ligne long courrier. Les coraux qui vivent dans les eaux peu profondes produisent leur propre protection contre le soleil. Sans elles, la lumière solaire nuirait aux algues qui vivent à l'intérieur d'eux. Pour protéger ces algues, qui sont la principale source de nourriture des coraux, ils deviennent fluorescents. Ce processus permet de fabriquer des protéines qui agissent comme un écran solaire. Près de 90% de toute l'activité volcanique sur Terre se produit dans les océans. Le Pacifique Sud possède la plus grande concentration de volcans que nous connaissions. Un groupe de volcans en particulier compte 1133 cônes volcaniques. Ils sont tous actifs et enfermés dans une zone de la taille de l'État de New York. Le canyon de Zemshug, au milieu de la mer de Bering, est le plus grand canyon sous-marin jamais découvert. Il y a plus de trésors et d'artefacts au fond de l'océan que dans tous les musées du monde réunis. En 1900, l'un des plus gros ouragans qui soit a frappé près de l'Amérique centrale et dans le golfe du Mexique. Il a ensuite poursuivi sa course jusqu'en Floride et au Texas et il est considéré comme l'ouragan le plus dévastateur de l'histoire des États-Unis. Il a été détecté pour la première fois le 27 août et a duré plusieurs jours. Lorsqu'elle a atteint les côtes du Texas, la tempête s'est transformée en ouragan de catégorie 4. Les ouragans sont classés en fonction de la vitesse et de l'intensité des vents à l'aide d'une échelle appelée Saffir-Simpson. Il existe 5 catégories, allant de 1 à 5, 1 étant la plus faible et 5 la plus forte. Les habitants de Galveston ont eu moins de 4 jours pour se préparer à l'arrivée de l'ouragan qui est même allé jusqu'en Oklahoma et au Kansas. Le grand ouragan s'est ensuite dirigé vers les Grandes Plaines et a bifurqué vers les Grands Lacs, la Nouvelle-Angleterre et a atteint le sud-est du Canada. La tempête était si violente que plus de 3600 maisons ont été endommagées, même si elles étaient assez solides pour résister. Compte tenu de la population de l'époque, cela équivaut à des centaines de milliers de maisons détruites, voire des millions. Spotted Lake est souvent considéré comme l'endroit le plus magique du Canada. En hiver et au printemps, c'est juste un lac ordinaire qui ressemble à n'importe quel autre. Mais essaye d'y aller en été.
Quand l'eau commence à s'évaporer, tu auras l'impression d'être entré dans un autre monde. Un paysage à pois avec des taches bleues, vertes et jaunes. Pendant l'été, il y a plus de 300 bassins ici et ils ont tous l'air magique. Au fil des siècles, les gens ont cru que chacun d'entre eux avait des propriétés curatives différentes. L'explication de ces couleurs chatoyantes relève de la science pure. Chacune d'entre elles a une forte concentration de différents minéraux. Nous vivons en fait à l'intérieur du Soleil. Son atmosphère s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et même si la Terre est à 150 millions de kilomètres de l'étoile, elle est toujours à portée de l'atmosphère du Soleil. Les aurores polaires se produisent lorsque des particules chargées provenant du Soleil sont capturées par le champ magnétique de la Terre et s'écrasent dans la haute atmosphère près des pôles. La vitesse de rotation de notre planète diminue progressivement. Cela se passe à un rythme tranquille de 17 millisecondes par tranche de 100 ans. À cause de cela, nos journées sont de plus en plus longues. Et pourtant, ce n'est qu'après 140 millions d'années qu'une journée sur Terre durera 25 heures. L'Antarctique, le continent le plus au sud de la Terre, n'est que le 5e plus grand, mais il contient près de 70% de toute l'eau douce de la planète et 90% de la glace mondiale. L'Antarctique est d'ailleurs considéré comme un désert. De nombreuses roches sur Terre ont une origine martienne. Les scientifiques ont analysé le contenu chimique de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, en Antarctique et dans d'autres endroits. Et il s'est avéré que ces roches étaient arrivées de la planète rouge. Le plus grand château de sable du monde se trouve au Danemark. Les 30 sculpteurs qui l'ont créé ont utilisé plus de 5000 tonnes de sable. Pour le rendre plus durable, ils ont ajouté 10% d'argile ainsi qu'une couche de colle. Ils l'ont construit pour qu'il résiste aux hivers longs et tempétueux. Certains photons qui ne sont pas absorbés sont réémis et leur longueur d'onde détermine la couleur que nous voyons. Lorsque tu exposes un matériau à la lumière du soleil ou à des photons de plus haute énergie, cela peut endommager ses chromophores. C'est pourquoi ils ne pourront pas émettre de photons à certaines longueurs d'onde. Les matériaux rouges pâlissent le plus à la lumière du soleil. Leurs chromophores émettent de la lumière rouge de manière à éponger les photons des autres longueurs d'onde. Chaque jour, entre 60 et 100 tonnes de poussière spatiale dérivent vers la surface de notre planète. Ces minuscules particules cosmiques sont principalement libérées par les comètes, qui sont généralement composées de poussière et de glace. Lorsque le Soleil transforme cette glace en vapeur, la poussière restante descend jusqu'à la Terre. Il y a toujours 2 côtés pour chaque histoire. Tout comme pour un disque de coton classique. 2 textures différentes pour être plus précis. L'une est lisse, et tu es censé l'utiliser pour les zones plus sensibles de ton visage, par exemple les yeux. Le côté plus rugueux peut t'aider à démaquiller et à nettoyer ton visage dans des zones moins sensibles, comme le front. Si tu aimes avoir des plantes dans ta maison, tu as probablement remarqué que les pots de fleurs ont des trous au fond. Ces trous sont la raison qui fait que tes amis végétaux mènent une vie heureuse. Ils sont extrêmement importants pour l'évacuation de l'eau. Grâce à ces trous, tu éviteras les accumulations d'eau stagnante qui peuvent éventuellement nuire à ta plante. De plus, grâce aux trous, les racines peuvent se développer et s'étendre au-delà des limites de ton pot. As-tu remarqué que les lunettes de soleil d'aviateurs ont souvent des verres verts ? Cela a quelque chose à voir avec leur origine. Elles sont apparues dans les années 30. Avant cela, les pilotes avaient des lunettes de protection pour se protéger les yeux lorsqu'ils étaient en vol. Les hautes altitudes, le soleil éblouissant et les températures négatives étaient une véritable épreuve pour leurs yeux. Les lunettes les ont aidés à résoudre ces problèmes, mais il y en avait un autre. Comme les différences de température entre l'air extérieur et l'air intérieur des lunettes étaient importantes, les lentilles s'embuaient et obscurcissaient la vue des pilotes. La société Bausch & Lomb a donc conçu des lentilles en forme de gouttes d'eau entourées d'une monture en métal léger. Les lentilles étaient vert foncé, car cette teinte élimine la lumière bleue, qui est également un problème pour les pilotes lorsqu'ils volent au-dessus de la ligne des nuages. De plus, les verres verts réduisent les reflets et améliorent le contraste et la netteté. Oh, il y a des trous sur le côté de tes baskets Converse ? Sont-ils vraiment nécessaires ? Eh bien, ils permettent à l'air de pénétrer dans ta chaussure pour que tes pieds restent au frais. Tu peux aussi les utiliser pour donner du style à tes baskets et les attacher de différentes manières. Il y a 2 raisons pour lesquelles les bouteilles en plastique ont des stries. Premièrement, si tu bois de l'eau et qu'il fait chaud dehors, tu verras qu'il y a beaucoup de condensation sur ta bouteille. Ou alors, si tu fais du sport ou de la musculation. Tes mains sont moites et si la bouteille avait une surface lisse, il serait plus difficile de la saisir.
Les stries sont donc là pour améliorer ta prise en main. La deuxième raison est que grâce à ces stries, les fabricants peuvent utiliser un plastique plus fin. Cela signifie qu'ils ont besoin de moins de matériaux dans la production totale. Et ce plastique reste suffisamment ferme pour que la bouteille conserve sa forme. Les porte-manteaux en bois ne sont pas seulement là pour être beaux. Comme ils sont fabriqués en bois de cèdre, ils apportent un parfum agréable à ton placard. De plus, ils repoussent les insectes. Ils sont aussi super durs, ce qui est pratique pour les vêtements lourds comme les vestes. Et comme il est difficile de les abîmer, ils te serviront plus longtemps. Tu as peut-être remarqué qu'il y a un carré de couleur au bas de ton dentifrice. Ces blocs se présentent généralement en bleu, rouge, vert et noir. Ce sont des sortes de repères, car ils aident les machines de la chaîne de montage à reconnaître où et quand couper le dentifrice et sceller l'extrémité du tube. Certaines bottes ont des boucles sur le dessus et à l'arrière. Cela peut sembler être un effet de mode, n'est-ce pas? Ou peut-être est-ce quelque chose que les fabricants ajoutent pour le plaisir. Mais ces boucles ont en fait leur utilité. Elles te permettent de tirer la chaussure lorsque tu essaies de l'enfiler. De plus, tu peux facilement les accrocher ou utiliser la boucle pour mieux maintenir les lacets. L'heure des confessions. Tu te souviens des accessoires fournis avec ton aspirateur? Tu les as aussi mis de côté et tu ne les as plus jamais utilisés? Ils sont en fait très utiles lorsque tu nettoies la maison, car tu peux les utiliser dans des zones particulières qui sont parfois difficiles à atteindre avec l'accessoire normal. Nous savons tous à quoi sert un économe. Mais en plus d'éplucher la peau des carottes ou des pommes de terre, tu peux aussi l'utiliser pour les oignons. C'est peut-être plus rapide que de le faire avec le couteau et ça t'épargnera quelques larmes. Certains pulls ont quelque chose d'assez particulier au niveau du cou. Une couture en forme de V, que tu peux voir au milieu du col. Cet élément, en forme de V, semblable aux bordures de l'ourlet et des manches, permettrait au propriétaire d'enfiler le vêtement plus facilement. Et celui-ci ne perdra même pas sa forme. La pièce en V est extensible, de sorte qu'une personne qui porte le pull peut faire passer sa tête par le col. Son but est aussi d'absorber la sueur. Dans ses premières versions, le pull-over avait un col à l'avant et à l'arrière. Avec le temps, ils ont perdu l'arrière. Et ce V est devenu quelque chose de décoratif puisque les fabricants ont commencé à coudre un V au col sans utiliser le tissu côtelé qu'ils ajoutaient auparavant. Les carrés ou les cercles de couleurs brillantes que tu vois sur les emballages des aliments ne sont pas une indication des vitamines, des minéraux ou de certains arômes qu'ils contiennent. Et non, il ne s'agit pas d'un code secret que les consommateurs sont censés déchiffrer. C'est en fait pour les ingénieurs en imprimerie. On les appelle les repères d'alignement. Pendant le processus d'impression de l'emballage alimentaire, les fabricants utilisent ces blocs de couleurs pour vérifier si l'encre d'impression est correcte. Ils comparent la couleur des blocs qu'ils impriment pour assurer à la marque pour laquelle ils travaillent une qualité constante et reconnaissable dans le monde entier. La plupart des imprimantes utilisent seulement 4 couleurs, jaune, magenta, cyan et noir. Certaines imprimantes ont des couleurs supplémentaires comme le vert, l'orange et le violet. C'est pourquoi tu vois parfois plusieurs cercles sur certains emballages. Ils testent chaque couleur d'encre. Les marges dans les cahiers. Elles ne sont pas là comme une sorte de guide pour prendre des notes et écrire. Quelqu'un a imaginé une solution potentielle censée protéger les travaux écrits contre, les rats. Autrefois, ils étaient des petits habitants assez communs dans les maisons des gens. Ils sont connus pour leur régime alimentaire qui comprend pratiquement tout, y compris le papier donc. Les gens ont donc commencé à ajouter de larges marges comme amuse-gueule, ce qui était censé rassasier les rats. Ainsi, ils ne pourraient pas atteindre le plat principal, les pages écrites. Les costumes ont une boutonnière près de l'encoche du revers. Les fabricants la cousent pour que tu ne puisses pas l'ouvrir sans abîmer ton costume. Et quand tu la compares à l'autre revers, tu vois que celui-ci est complètement lisse, sans aucune trace. Tu ne trouveras pas une boutonnière aussi peu marquée uniquement sur une veste de costume. Les chemises sportswear, les cabans et autres vêtements en sont également pourvus. Et cela lié à l'histoire du revers. Les premiers revers sont apparus au début du 19e siècle. Auparavant, les hommes portaient principalement des blouses avec des cols hauts. Ils les boutonnaient jusqu'en haut. Pendant les journées chaudes, ils relâchaient la position des boutons, baissaient les cols et laissaient le bouton supérieur défait. C'était une façon de soulager la chaleur et en plus, leur revers replié était symétrique au niveau de la poitrine. Et aujourd'hui, nous identifions cela comme un revers. Les gens ont cessé d'utiliser cette boutonnière après l'apparition du revers, sauf pour certaines occasions formelles, comme par exemple quand on voulait y mettre une fleur.
C'est pourquoi les couturiers l'ont laissé comme un élément de mode. Parlons un peu des sachets de thé. Il est assez facile de deviner à quoi ils servent, mais ils peuvent aussi être utiles si tu as les pieds qui sentent mauvais après une longue journée dans tes chaussures. Il suffit de placer des sachets de thé neufs, bien sûr, dans tes chaussures pendant la nuit. Au moment où tu te réveilleras, les sachets de thé auront absorbé toutes les odeurs indésirables. Toutefois, n'oublie pas de les jeter ensuite, tu ne veux pas siroter un thé avec une odeur bizarre, n'est-ce pas? Les pince-notes peuvent aussi avoir un usage supplémentaire, tu peux pincer ton argent pour le garder ensemble. Il en va de même pour les trombones. Si ton bracelet préféré se casse et que tu cherches un moyen de le faire tenir, un trombone peut te servir. Il suffit d'en accrocher un à chaque extrémité du bracelet, de le tordre fermement, et voilà, il est prêt à servir. Le plus grand château de sable du monde est situé au Danemark. Il mesure plus de 21 mètres de haut. Les 30 sculpteurs qui l'ont créé ont utilisé plus de 5000 tonnes de sable. Pour le rendre plus durable, ils ont ajouté 10% d'argile ainsi qu'une couche de colle. Ils l'ont construit pour qu'il résiste aux hivers longs et orageux. Tu peux réellement passer la nuit à l'intérieur d'une pomme de terre géante. La prochaine fois que tu voudras te reposer d'une manière assez unique, tu pourras réserver un lit à l'intérieur d'une pomme de terre de 8,5 mètres de long et de 3,7 mètres de large. C'est du moins ce que propose cette structure originale, faite de béton, d'acier et de plâtre, qui ressemble à une pomme de terre. Les adolescents des autres décennies sont différents des lycéens d'aujourd'hui. À première vue, ils semblent beaucoup plus âgés, tu ne trouves pas? Mais c'est simplement parce qu'ils ont un style différent. En grandissant, ils ont continué à acheter les mêmes vêtements qu'ils trouvaient cool. Aujourd'hui, nous associons ce même style à des personnes de 50 ou 60 ans. Ainsi, lorsque nous voyons des photos de ces personnes à l'époque de leur adolescence, nous avons l'impression qu'elles ont vieilli. En réalité, elles ressemblent aux adolescents d'aujourd'hui. La même chose se produira avec les ados d'aujourd'hui. Ils continueront à acheter des vêtements qu'ils trouvent cool quand ils seront plus âgés. C'est pourquoi les générations futures associeront leur style vestimentaire aux personnes âgées. Jaguar, caïman noir, paresseux, tatou géant, il y a beaucoup d'animaux différents que tu peux trouver dans la forêt amazonienne. Mais qu'est-ce que c'était juste là? Rembobine un peu. Oui, là, en plein milieu, tu peux trouver une baleine à bosse. Il est rare d'en voir une, même au milieu de l'océan, mais c'est vraiment époustouflant d'en trouver une au milieu de l'Amazonie. Et c'est ce qui s'est passé en 2019, lorsque des habitants y ont trouvé une baleine à bosse sans vie. L'animal s'est probablement échoué dans l'embouchure du fleuve Amazone et a fini sur la terre ferme lorsque les marées se sont retirées. Les éléphants ont d'énormes oreilles et normalement, ils les tendent pour percevoir le bruit d'avant en arrière. Mais il y a parfois des vocalisations et des bruits lointains qu'ils peuvent entendre avec leurs pattes. Lorsqu'ils détectent quelque chose de lointain, les éléphants se figent et se penchent en avant. Ils transfèrent leur poids sur leurs pattes avant et peuvent même lever un de leurs pieds. Les gens pensent souvent que la tarte aux pommes est originaire d'Amérique, mais non. Les pommes sont en fait originaires d'Asie, et la première recette de tarte aux pommes enregistrée est apparue en Angleterre. Lorsqu'un matériau blanchit au soleil, où va la couleur selon toi? La couleur d'un matériau donné provient de la partie des molécules appelée chromophore. Ils absorbent les photons à des longueurs d'onde particulières. Le photon est la particule de base de la lumière. Certains photons qui ne sont pas absorbés sont réémis, et leur longueur d'onde détermine la couleur que nous voyons. Lorsque tu exposes un matériau à la lumière du soleil ou à des photons plus chargés en énergie, cela peut endommager ces chromophores. C'est pourquoi ils ne seront pas capables d'émettre des photons à certaines longueurs d'onde. Les matériaux rouges sont ceux qui pâlissent le plus à la lumière du soleil. Leurs chromophores émettent de la lumière rouge d'une manière qui absorbe les photons des autres longueurs d'onde. Tu prépares un repas, tu coupes les légumes et... oh non, les larmes coulent. Nous pleurons lorsque nous coupons un oignon, car le fait de briser la peau libère des enzymes et de l'acide sulfénique. Lorsqu'ils se combinent, ils produisent un gaz qui se répand dans l'air et irrite tes yeux. Cela incite les glandes lacrymales à produire des larmes pour évacuer cet acide irritant. Ton cerveau ne peut pas effectuer en même temps deux choses qui demandent une fonction cérébrale de haut niveau. Et non, tu ne peux pas vraiment être multitâche. On ne peut pas considérer les fonctions subalternes comme pomper le sang et respirer comme du multitâche. Il s'agit d'actions auxquelles tu dois réfléchir. Du coup, ce que tu considères comme du multitâche est le fait de passer rapidement d'une tâche à une autre.
Essaie de bouger tes pieds et tes mains dans des directions opposées. Assieds-toi sur une chaise et tourne ta jambe gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Dessine en même temps une forme de 8 avec ta main gauche. Ou bien fais la même chose avec la main et la jambe droite. On dirait que ta jambe a changé de direction, non ? C'est ce qui arrive à presque tout le monde. Si tu tournes ta jambe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la même chose se produira. Lorsque tu te trouves sur un manège qui tourne très vite, tu peux sentir cette force étrange et on dirait qu'elle veut te faire tomber. Notre planète est comme un énorme manège qui tourne dans l'espace à environ 1609 km/h. Mais nous ne ressentons pas cette force de rotation car une autre force agit sur notre planète et sur nous, la gravité. Elle nous maintient fermement au sol, environ 1000 fois plus fortement que notre planète ne tourne en essayant de nous catapulter dans l'espace. Le dentifrice contient des édulcorants, parce qu'il est composé de détergents qui créent de la mousse lorsque tu te brosses les dents, et il a besoin de quelque chose qui masque l'horrible goût de savon qu'ils apportent. Bien sûr, le sucre est exclu, mais il existe d'autres édulcorants, xylitol ou sorbitol, qui font un bon travail en couvrant les détergents. Ces édulcorants chimiques attirent l'eau. Ils gardent les molécules d'eau enfermées dans le dentifrice afin qu'ils ne se dessèchent pas. As-tu déjà remarqué que tu as souvent moins faim quand il fait chaud dehors ? Tous les processus métaboliques qui se déroulent dans notre corps, y compris la digestion, produisent de la chaleur. Sur 1000 calories que tu manges, ton corps n'en convertit que 250 en énergie réellement utile. Le reste des calories se transforme en chaleur perdue. Lorsqu'il fait chaud dehors, ton corps travaille dur pour t'empêcher de surchauffer. Il n'a donc pas vraiment besoin de la chaleur supplémentaire qu'il génère en digérant le gros déjeuner que tu as pris. C'est pourquoi ton corps réduit ton appétit pendant un certain temps et puise davantage d'énergie dans les réserves de graisse qu'il a précédemment stockées. Parfois, les rêves peuvent sembler plus vifs lorsque tu ne dors pas dans ton propre lit. Quand tu passes la nuit à l'hôtel ou dans un autre endroit qui ne t'est pas familier, tu éprouves ce que les scientifiques appellent l'effet première nuit. L'une de ces études a révélé que le côté gauche de notre cerveau dormait moins bien que le côté droit pendant la première nuit passée dans un nouvel environnement. Il en est probablement ainsi en raison d'un mécanisme évolutif qui nous rend attentifs aux prédateurs et aux dangers potentiels. Il n'y a probablement aucun monstre sous le lit de ta chambre d'hôtel, mais tu n'en serais pas si sûr si tu avais vécu il y a des milliers d'années. Tu es également plus susceptible de te réveiller au cours de ta première nuit dans ton nouvel environnement. Lorsque tu te réveilles souvent, tu te souviens beaucoup mieux de tes rêves. C'est pourquoi ils peuvent sembler plus vivaces dans de telles situations. Tu es au travail, tu viens de déjeuner et tu t'apprêtes à terminer la dernière tâche de la journée. Mais tu n'y arrives pas. Tu as une telle baisse d'énergie que tu as envie de t'allonger et de faire une sieste pour te sentir à nouveau vivant. Cela peut être dû à un repas riche en glucides, à un manque de sommeil la veille ou à une certaine déshydratation. Et il y a une autre raison possible. Une petite région de ton cerveau, le noyau suprachiasmatique ou NSC, contrôle ton horloge biologique interne, également appelée rythme circadien. Cette partie envoie des signaux à ton corps pour qu'il libère de la mélatonine, une hormone induisant la somnolence. Ainsi, elle te donne envie de dormir et abaisse également ta température corporelle. Tu passes également par une version réduite de ce processus entre 14 et 16 heures. Nous ne savons toujours pas pourquoi, mais certains chercheurs pensent que cela pourrait être dû au fait que notre rythme circadien comporte à la fois un cycle primaire de 24 heures et un cycle de 12 heures. Tu as peut-être l'impression que les meilleures idées te viennent à l'esprit lorsque tu essaies de t'endormir. La transition entre l'état d'éveil et l'état de sommeil est appelée état hypnagogique. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait être liée à la créativité. Mary Shelley a dit que l'idée de son roman populaire Frankenstein lui était venue pendant la phase du rêve éveillé. Salvador Dali, un artiste célèbre, appelait cette phase le somme avec une clé. Dans cet état, ton esprit se sent libre de vagabonder et n'a pas de téléphone, de personne ou d'autre chose qui puisse le perturber. C'est pourquoi il a plus de place pour des idées spontanées et des pensées créatives. Si tu t'endors juste après être entré dans cet état, tu vas probablement oublier la plupart de tes idées originales. Garde donc un papier et un stylo près de ton lit, juste au cas où. 36,7 degrés Celsius est une température qui semble chaude, même si le corps humain est à la même température. En fait, c'est la température moyenne de notre noyau. Notre peau a une température d'environ 33,9 degrés Celsius. Mais nos doigts, nos orteils et notre visage peuvent être beaucoup plus froids.
Les récepteurs de notre peau réagissent aux différences et aux changements de température. Si tu touches ton ventre nu avec ta main, celle-ci enregistrera de la chaleur, mais ton ventre ressentira du froid, même si les deux ont la température de la peau. De même, si tu mets un doigt dans ta bouche, l'intérieur te semblera beaucoup plus chaud pour le doigt que pour la langue. L'avenir nous promet des voitures autonomes et des taxis volants. Pourtant, par le passé, nous avons fait voyager un chat à travers un tuyau d'aspiration souterrain et il y a survécu. Voici en quoi tout ceci est lié et pourquoi nous autres humains ne voyageons pas dans des tuyaux. Une entreprise américaine, connue sous le nom de Hyperloop, a promis pendant des années qu'elle parviendrait à faire voyager les gens à une vitesse stupéfiante, au moyen d'un système d'aspiration. Ces plans ambitieux incluaient des trains rapides, capables de voyager à une vitesse supérieure à 1000 km/h. En comparaison, les trains régionaux que nous avons à notre disposition aujourd'hui ont une vitesse moyenne d'environ 116 km/h. Mais à la surprise générale, cette entreprise a fermé ses portes l'an dernier. Quoiqu'ils aient conçu quelques prototypes dans le désert du Nevada, le projet a connu de nombreux déboires. Il leur fallait construire d'énormes tubes qui auraient été disséminés un peu partout, y compris dans les grandes villes. Et ces trains avaient du mal à prendre les virages, de sorte que les tubes devaient être droits. En 2020, l'entreprise a effectué un essai avec 2 personnes à bord, atteignant près de 170 km/h. C'était le premier trajet réussi en ayant recours à cette technologie. Mais en dépit de ce premier succès, l'entreprise a rapidement annoncé qu'elle se focaliserait sur le transport des marchandises plutôt que des personnes. Cela signifie-t-il que nous ne pourrons jamais utiliser ce type de transport nous-mêmes? Examinons cela d'un point de vue historique. Le transport par tube pneumatique dépend de la pression de l'air pour pousser des choses au travers de tuyaux. Autrefois, il était utilisé pour envoyer des messages et déplacer de petits objets au sein de grands bâtiments. Aujourd'hui encore, des endroits comme les hôpitaux, les banques et les magasins y ont recours pour expédier rapidement des choses telles que des médicaments ou de l'argent. Voici comment cela fonctionne. Mettons que vous dirigiez un magasin avec des caisses enregistreuses. Plutôt que de risquer un vol en acheminant tout cet argent vers un coffre-fort, vous pouvez l'envoyer à travers des tubes. Chaque poste est connecté à un tube qui mène à un coffre-fort ou au bureau du caissier. Tous ces objets étaient d'abord placés dans des cartouches. Elles s'adaptaient parfaitement au mécanisme, puis étaient aspirées par le vide créé par un compresseur. Ces cartouches se présentent souvent comme des boîtes cylindriques en plastique robuste, pouvant contenir jusqu'à environ 2 kg et atteindre les 35 km/h. Il y a néanmoins quelques limitations à considérer. L'installation de pareils systèmes pneumatiques dans des bâtiments préexistants peut s'avérer difficile, car il nécessite généralement une planification minutieuse dès la phase de conception initiale. Il y a aussi le risque que des objets de valeur se coincent ou soient endommagés pendant le transport. Vous ne pouvez pas non plus déplacer d'objets qui excèdent les 2 kg, ce qui n'élimine donc pas le besoin d'intervention manuelle. Pendant plus d'un demi-siècle, jusqu'en 1953, le bureau de poste de la ville de New York a utilisé un système similaire pour acheminer son courrier. Il reposait sur des tubes qui passaient en sous-terre, jusqu'à 2 mètres en dessous des rues de la métropole. En raison de sa vitesse révolutionnaire pour l'époque, les gens qui opéraient ce système étaient surnommés les Rocketeers. À son apogée, ce système de tubes traitait presque 100 000 lettres chaque jour, soit un tiers de tous les courriers de la ville. La première chose qu'ils aient envoyée à travers ces tubes fut une Bible enveloppée d'un drapeau, accompagnée d'une copie de la Constitution et d'autres documents. D'autres objets plus insolites seraient également passés par ce réseau, y compris une fausse pêche destinée à faire une farce, et même un sandwich. On a même une fois envoyé un chat à travers ces tubes. Il est difficile d'imaginer comment le félin a bien pu traverser le système à une telle vitesse, mais il y est parvenu. L'administration locale a cependant fini par abandonner le projet en raison de ses coûts. La population de New York s'est également agrandie, et le volume de lettres est devenu trop important pour ces petites tubes. L'idée d'Hyperloop était de faire voyager les gens en s'aidant des mêmes principes. Aussi cool que cela puisse paraître, ça n'a rien de nouveau. Des images de concepts similaires remontent jusqu'au 19e siècle. Certains avancent que l'idée aurait été insuffisamment exploitée au cours du 20e siècle, car les grandes entreprises étaient en plus intéressées par la vente de voitures. Mais même avec nos technologies modernes, un train à tube pneumatique est difficile à construire, principalement parce qu'il implique plusieurs domaines d'ingénierie et qu'il est extrêmement coûteux. Obtenir des permis serait également difficile.
Un autre problème est que cet air comprimé qui se retrouve poussé à travers un espace réduit se traduit par beaucoup de chaleur. Ainsi, il est nécessaire d'intégrer des systèmes de refroidissement dans ces plans. Une solution potentielle consisterait à placer un réservoir d'eau dans chaque train pour capter la chaleur et la transformer en vapeur au prochain arrêt. Même si tout cela paraît logique sur le papier, en réalité, il n'y a pas beaucoup d'espace dans ce petit train pour un bon échange thermique. Cela signifie plus d'eau, et donc plus de poids, ce qui à son tour signifie moins de vitesse. Néanmoins, une compagnie chinoise prétend avoir lancé le train pneumatique le plus rapide plus tôt dans l'année. En théorie, cet appareil pourrait amener quelqu'un de New York à Los Angeles en moins d'1 heure, ou de Paris à Londres en seulement 15 minutes. Pour le prouver, ils ont mis en place une piste d'essai d'un peu plus d'1 kilomètre, où le prototype du train a atteint 623 km/h. La compagnie considère que cet essai a été couronné de succès, et affirme qu'il a démontré l'interaction fluide qui existe entre le tube, le véhicule et la piste. Alors qu'ils travaillaient sur le projet, ils ont dû faire face à leurs propres problèmes. Une panne de courant, une fuite, un incendie ou même une simple erreur humaine pourraient entraîner une véritable catastrophe. De plus, l'incroyable vitesse du train et son accélération rapide pourraient provoquer un malaise chez les passagers. Mis à part les trains Hyperloop, à quoi pourrait bien ressembler le futur de nos déplacements? De meilleurs moyens de locomotion pourraient faciliter nos vies, en réduisant le temps et les dépenses nécessaires, ainsi que les accidents. La clé pourrait résider dans les trains à lévitation magnétique. Ces véhicules rapides utilisent de puissants aimants pour flotter au-dessus des voies, leur permettant de filer à toute allure tout en produisant moins de bruit et de secousses que les trains conventionnels. Ils sont également moins susceptibles de se retrouver coincés, car ils ne frottent pas autant contre les rails. Ces trains n'ont pas besoin d'essence, ce qui en fait une alternative écologique. Au lieu de moteur, ils utilisent le champ magnétique généré par une succession de bobines présentes dans les tunnels et les rails pour les propulser vers l'avant. Pour l'instant, 6 de ces lignes fonctionnent en Asie, mais elles pourraient bientôt apparaître aussi aux États-Unis. La première serait censée connecter Washington DC et Baltimore, et plus tard, elle pourrait s'étendre jusqu'à New York. Une vingtaine d'entreprises explorent également l'idée de taxis volants. Il s'agirait de transporter les gens en ville à l'aide de petits hélicoptères. L'idée est de proposer des trajets sûrs à un prix abordable, comme un trajet à $70 de Manhattan à l'aéroport Kennedy sans déranger ceux qui seront restés au sol. Les défis, ici, incluent la réduction des dépenses de vol, l'augmentation de la pollution sonore et l'élaboration de règles concernant le survol de zones peuplées. Même si certaines personnes ne sont pas encore rassurées par cette idée, il semble que les voitures sans conducteur soient en passe de devenir une réalité. De nombreuses entreprises automobiles testent leurs prototypes, même si quelques questions subsistent sur leur niveau de sécurité. Nous ne savons pas encore si les mêmes règles qu'un conducteur humain devraient ainsi appliquer. Beaucoup d'accidents se produisent parce que les conducteurs ne font pas attention. Mais les robots ne sont jamais distraits. Les voitures sans conducteur sont censées prendre moins de risques et aller plus doucement pour assurer la sécurité de tous. L'inconvénient, c'est qu'elles sont très chères, avec des prix qui devraient excéder les 100 000 € l'unité. Des projets incluant des drones de livraison ont également déjà été mis en œuvre. Ainsi, un drone UPS a livré des médicaments à domicile aux États-Unis après avoir obtenu l'accord de l'administration fédérale de l'aviation. C'était un grand pas en avant pour les drones, même s'il reste encore des règles à établir avant qu'ils puissent être utilisés à plus grande échelle. Les drones doivent prouver qu'ils sont sûrs avant de pouvoir voler librement au-dessus de nos têtes. Donc pour l'instant, UPS ne les utilise que dans les zones rurales et aux abords des hôpitaux. Pour résoudre les embouteillages, nous pourrions envisager de construire des routes souterraines et de conduire nos voitures à travers des tunnels. Cette solution pourrait être plus efficace que les voitures volantes, car il permet de s'affranchir de la météo. Un plan consisterait à descendre les voitures au moyen d'un grand ascenseur et à les faire circuler sur une plateforme métallique. Les avantages pourraient inclure une vitesse plus élevée puisqu'il y aurait moins de risques d'accidents, comme des animaux sauvages traversant la route, par exemple. Ce pourrait également être moins coûteux puisque les gens seraient moins susceptibles d'être coincés dans les embouteillages. Sans parler du fait que nos villes pourraient ainsi être plus jolies et moins bruyantes. Notre temps de vol d'aujourd'hui est estimé à 3 jours. Les futurs passagers du plus long avion du monde, l'Airlander 10, n'arriveront pas très vite à leur destination, mais ils le feront assurément avec style. Surnommé le popotin volant en raison de son extérieur très peu conventionnel,
Cet appareil disposera de chambres luxueuses avec salle de bain attenante, d'un bar de haute volée à bord et d'un sol transparent, offrant une vue d'un horizon jusqu'à l'autre. L'Airlander 10 n'aura même pas besoin d'aéroport. Il est capable de décoller et d'atterrir sur n'importe quelle surface plane, que ce soit de la terre, du sable, de l'eau ou de la glace, en utilisant ses patins pneumatiques. Il sera également plus écologique, grâce à ses émissions réduites, et est censé incarner la forme de voyage aérien la plus sûre dans un avenir proche. Cette merveille d'ingénierie de 90 mètres de long est à la fois un dirigeable, un hélicoptère et un avion. La plupart des aéronefs utilisent l'une de ces différentes méthodes pour se maintenir en vol, la poussée d'Archimède, la poussée verticale ou la portance. Les ballons dirigeables, les hélicoptères et les avions reposent respectivement sur chacun de ces trois principes. Mais cet appareil, lui, combine les trois. Tout d'abord, la poussée d'Archimède. Airlander utilise une quantité impressionnante d'hélium, un matériau moins dense que l'air. Il aide des aéronefs tels que les dirigeables et les zeppelins à s'élever, tout comme un ballon de fête foraine. Et puisque l'hélium génère une poussée par lui-même, notre appareil peut flotter sans effort. L'hélium d'Airlander est réparti dans plusieurs compartiments pour sa sécurité et dispose également de 4 moteurs de 325 chevaux. Il nécessite beaucoup moins de puissance que des avions conventionnels comme le Boeing 787, ce qui le rend plus économe en énergie. Mais la charge utile de cet aéronef flottant est plutôt limitée, soit 10 tonnes tout au plus. Ses concepteurs pourraient simplement agrandir la carlingue pour y placer plus d'hélium. Mais notre appareil est déjà le plus volumineux du monde. Pour l'assister, l'Airlander 10 est équipé de 2 propulseurs verticaux, semblables à ceux des hélicoptères. Ils repoussent l'air vers le bas, soulevant tout l'engin. Et puis vient la portance, qui joue un rôle crucial dans l'aérodynamique du vol. Pour obtenir de la portance, vous avez besoin d'air qui se déplace rapidement en dessous et autour de l'aile, générant une force. Bien que l'Airlander n'ait peut-être pas de réacteur monstrueux comme un gros avion de ligne, sa grande coque offre beaucoup d'espace pour que l'air l'aide à décoller. Cet aéronef hybride, unique en son genre, a d'ores et déjà effectué plusieurs voyages d'essai réussis. Vous pouvez donc le considérer comme une réalité. Il sera une sorte de transformer personnalisable, adapté pour le confort des passagers, le transport de marchandises, les operations de vol prolongées ou les expériences scientifiques. En fonction de sa configuration, il pourra rester en vol jusqu'à 5 jours d'affilée, ce qui pourrait être particulièrement utile pour la recherche. De plus, les concepteurs prévoient de construire un aéronef encore plus grand, l'Airlander 50, avec une capacité de charge de 50 tonnes. Au premier temps de l'aviation, il n'y avait pas de simulation informatique pour tester les différentes conceptions, de sorte que certains modèles d'avions un peu zinzin ont été construits. Le concepteur italien, Gianni Caproni, voulait créer un avion capable de transporter une centaine de passagers par-delà l'Atlantique avec confort et avec style. Son invention originale, le Caproni K.60, avait 9 ailes arrangées en 3 séries de 3. Il disposait de 8 moteurs, tous entretenus par des mécaniciens en vol. Il y avait des fenêtres panoramiques le long des 2 côtés de l'immense cabine, pour que les passagers assis dans chacune des rangées spacieuses puissent profiter de la vue du monde en dessous. Il avait un nez arrondi, un poste de pilotage intégral et une coque d'hydravion profilée. Une fois l'appareil achevé, un pilote a effectué des essais sur le lac Maggiore en vue de calibrer l'hydravion, mais s'il s'est probablement trouvé un bateau sur sa trajectoire, ou peut-être le pilote est-il allé trop vite au moment du décollage. Toujours est-il que l'avion s'est disloqué. D'ici à ce que Caproni arrive au lac, le pilote avait été sauvé, mais l'épave était pratiquement irrécupérable. Ainsi, cet avion n'a jamais réussi à traverser l'Atlantique. Des ingénieurs français sont allés encore plus loin. Ils ont conçu un avion dont le corps était inspiré d'un certain oiseau et l'ont baptisé Canard. Il était censé avoir une machine à vapeur pour alimenter une unique hélice à l'avant de son corps arrondi. Le pilote et le train d'atterrissage devaient être attachés par des câbles et un cadre en dessous du corps de l'avion. Cet avion à l'aspect étrange avait un nom officiel, le Vought V73. Mais tout le monde s'en souviendra comme de la crêpe volante à cause de sa forme de soucoupe. Ce design était censé lui permettre d'atterrir et de décoller dans des espaces restreints où les avions ordinaires ne peuvent pas se faufiler. Le prototype a été un franc succès, avec des vitesses de décollage et d'atterrissage réduites. Et sa conception
en forme de disque. Hay data générée de l'importance. Les ingénieurs sont reçus de fonds pour le perfectionner, mais les défauts n'ont cessé de s'accumuler. D'ici à ce qu'ils soient corrigés, il n'y avait plus besoin de cet avion farfelu. L'ingénieur aéronautique allemand, Alexander Lippisch, a inventé le Dornier Aerodyne. Il ressemblait à l'arrière d'un avion après qu'on l'ait coupé en deux, mais il pouvait voler de manière autonome. Il était considéré comme un appareil à décollage et atterrissage vertical, soit la même catégorie que les hélicoptères. Il combinait la portance et la poussée, en utilisant une seule voie d'écoulement pour l'air, comme un ventilateur de conduit. Puis, des volets à l'extrémité du moteur déviaient à l'air sortant. Le premier vol du Dornier Aerodyne a eu lieu en 1972, et quoi qu'il ait été couronné de succès, l'industrie a rapidement perdu tout intérêt pour lui et a fini par mettre le projet en veilleuse. Le Prenian Guppy, également connu sous le nom de Frankenplan car il était constitué de pièces provenant d'autres avions, a aidé la NASA dans son périple vers la Lune. Dans les années 60, il n'était pas évident d'expédier des fusées de la côte ouest à Cap Canaveral, en Floride. Les achemineurs par voie maritime à travers le canal de Panama prenaient 2 à 3 semaines et les pièces fragiles arrivaient en Domagis ou déjà ruiliers. C'est alors qu'un certain John Conroy s'est présenté avec une solution. Son ami avait racheté des Boeing qui ne lui étaient d'aucune utilité. Conroy a donc résolu de modifier ses avions en ajoutant une soute plus grande sur le dessus du fuselage. Il n'a pas reçu le moindre financement de la NASA pour son idée. Mais il n'a jamais baissé les bras et a fini par hypothéquer sa propre maison, vendre sa voiture et investir toutes ses économies dans son projet, convaincu qu'il fonctionnerait. Il a emprunté jusqu'au carburant nécessaire pour faire voler le prototype jusqu'en Alabama. L'avion a volé parfaitement et a stupéfait tout le monde. Le Super Guppy, comme on a commencé à l'appeler, a fini en charge du transport des étages de la fusée du programme Gemini. Conroy aura construit un total de 25 versions différentes de son avion pour accommoder des équipements toujours plus grands et plus lowers. L'Edgeley Optica ES7 a beau ressembler à un avion libellule futuriste, mais il a été conçu au milieu des années 70 pour des missions de surveillance ou de tourisme à basse altitude et à vitesse réduite. Il dispose d'un cockpit d'hélicoptère monté à l'avant d'un moteur à turbine et offre un impressionnant champ de vision à 270 degrés. Sa grande turbine fonctionne silencieusement à l'intérieur et à l'extérieur du cockpit. Il a suscité un regain d'intérêt au XXIe siècle pour les missions de patrouille frontalière, de recensement de la faune et de repérage des incendies. Mais en raison du manque de financement, seuls 5 des 22 avions construits à l'époque sont encore en état de voler. Avez-vous déjà vu un avion avec 2 fuselages de taille différentes? Le Rutan Model 202 Boomerang se distingue comme étant un avion à moteur multiple, construit de cette manière pour minimiser les risques de panne. Contrairement aux avions conventionnels, même si l'un de ces moteurs devait tomber en panne, le Boomerang resterait facilement contrôlable grâce à sa conception innovante, qui tire efficacement parti de la poussée asymétrique. Ce design rend le Boomerang plus rapide et plus efficace. Cet avion n'a jamais été conçu pour un usage commercial, mais comme un véhicule particulier pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes. Rien qu'en le regardant, on peut dire que le Short Skyvan a été construit à des fins pratiques, sans trop se soucier de l'esthétique. Et c'est ainsi que cet avion polyvalent a reçu des sobriquets tels que la boîte à chaussures volante ou la cabane à outils. Malgré toutes ces moqueries, le Skyvan a fidèlement servi au fil des ans. Il fait partie du paysage depuis son premier vol dans les années 60 et transporte toujours des marchandises et des passagers aujourd'hui. Il peut accueillir jusqu'à 19 personnes et dispose d'une grande porte arrière, semblable à celle d'une camionnette, pour le chargement et le déchargement des marchandises. C'est pourquoi il est parfait pour les vols court courrier, des activités comme le parachutisme et bien d'autres usages encore. Même les gens les plus malins commettent de graves erreurs quand il s'agit de protéger leurs biens, comme utiliser un verrou à combinaison par exemple. Cela signifie que des benets comme moi sont vraiment dans le pétrin. Quoi qu'il en soit, on ne peut nier que les serrures à combinaison soient très pratiques. Vous n'avez pas à vous soucier de perdre la clé ou quoi que ce soit d'autre. Mais l'un des plus gros problèmes des verrous à combinaison est qu'ils peuvent être ouverts à force d'essais répétés. Et vous n'avez pas besoin d'être le héros d'Ocean Eleven pour y parvenir. Si vous y passez assez de temps, vous serez capable de le forcer. Alors, cette commodité, elle se fait au détriment de la sécurité. Cela est dû à la mécanique de fonctionnement de ces verrous. À l'intérieur d'une serrure à combinaison se trouvent plusieurs disques rotatifs.
Chacun d'eux est aligné avec un numéro sur le cadran. Lorsqu'on entre la bonne combinaison, ces composants internes s'alignent parfaitement, libérant la voie qui permet au verrou de s'ouvrir. Cette simplicité, cependant, est aussi son talon d'Achille. L'utilisation d'un code numérique fixe signifie que quiconque a suffisamment de temps et de patience peut tenter l'approche la plus simple, qui consiste à essayer méthodiquement différentes combinaisons jusqu'à tomber sur la bonne. C'est ainsi que les verrous à combinaison offrent le défi le plus prévisible et par conséquent exploitable aux intrus potentiels. De plus, il existe d'autres limites pratiques. Certains verrous à combinaison peuvent ne pas être très résistants à des conditions météorologiques extrêmes, comme la pluie, la neige ou des températures négatives, ce qui peut affecter leur performance et leur fiabilité. De plus, entrer une combinaison peut s'avérer plus lent que d'utiliser une clé, ce qui peut être un problème en cas d'urgence ou dans des situations où un accès rapide est nécessaire. Cela étant dit, on ne vous suggère en aucun cas de vous fier davantage à d'autres types de verrous. Tous ont leurs propres faiblesses. Passons maintenant aux serrures à clé. À première vue, avec leurs clés uniques et leurs complexes mécanismes internes, elles semblent offrir un niveau de sécurité plus élevé. Certes, leur design sophistiqué, avec des goupilles qui doivent s'aligner parfaitement avec les encoches de la clé, semble fournir une solide protection contre les intrus. Mais la vérité est que ces verrous sont vulnérables à diverses techniques de forçage, à commencer par le crochetage, une compétence que des cambrioleurs déterminés peuvent facilement maîtriser. De plus, elles autorisent des erreurs dans l'erreur, une véritable inception de la sécurité. La pratique courante qui consiste à cacher des doubles de clés autour de la maison, comme sous le paillasson ou sous les pierres du jardin, amoindrit considérablement la sécurité offerte par de telles serrures. Il y a aussi le risque que les clés soient dupliquées sans que le propriétaire ne le sache. Et même si vous faites attention à ne pas laisser vos clés n'importe où ou à ne les donner à personne, la possibilité existe toujours qu'un intrus essaie de forcer votre serrure. Si le voleur a de la force dans le poignet et sait que vous ne serez pas chez vous pendant un moment, alors dites adieu à vos objets de valeur. Et maintenant, que pensez-vous des boîtes à clés sécurisées? Vous savez, celles que les gens fixent devant les appartements de location? Ces dispositifs sont généralement apposés à un mur ou à une autre surface et ne peuvent être accessibles qu'en entrant le bon code. Ils offrent un endroit sûr pour y ranger vos clés, vous épargnant ce jeu risqué de cache-cache avec votre double de secours sous un pot de fleurs. Cela semble être un bon plan, n'est-ce pas? Eh bien, avant de pousser un profond soupir de soulagement, il est important de se souvenir de notre mantra. Aucun verrou au monde n'est impénétrable. En l'occurrence, les boîtes à clés sécurisées ne sont pas seulement susceptibles d'être ouvertes par la force brute, mais sont également exposées au même risque que les verrous à combinaison. De plus, la simple vue d'une telle boîte peut parfois révéler aux cambrioleurs que vous êtes soucieux de votre sécurité, ce qui peut rendre votre domicile d'autant plus attrayant. C'est assez paradoxal, n'est-ce pas? Mais le pire, c'est qu'un simple morceau de papier peut suffire à les ouvrir. Les boîtes à clés sécurisées sont généralement composées de plusieurs rouages qui tournent à l'intérieur du verrou. Chaque roue présente une petite encoche et lorsque vous entrez une combinaison, vous faites en réalité tourner ces roues. La bonne combinaison aligne toutes ces encoches en ligne droite et une fois alignée, une barre ou un levier à l'intérieur du verrou tombe dans ces encoches et la boîte peut enfin être ouverte. Les intrus pourraient être en mesure de comprendre la configuration de votre boîte à clés en utilisant un fin morceau de papier. Et le reste du processus nécessitera quelques compétences en calcul ainsi que beaucoup de chance. Mais comme toute cette opération prendra un certain temps, il est probable que quelqu'un pourra les repérer avant qu'ils ne réussissent. Alors, existe-t-il une serrure en laquelle vous puissiez avoir une totale confiance pour tenir les malandrins à distance? Entrons dans l'ère des serrures numériques. Cette solution apparemment futuriste est pourvue de fonctionnalités telles que la reconnaissance des empreintes digitales, des claviers à des codes PIN uniques et même un accès à distance via votre smartphone. Mais attendez avant de vous précipiter vers le premier magasin pour en acheter une. Il est essentiel de reconnaître que, bien que les serrures numériques puissent offrir des fonctionnalités avancées, comme l'alerte de modification et la capacité de changer les codes quand bon nous semble, elles ont aussi leurs propres faiblesses. Ainsi, les serrures électroniques peuvent être vulnérables à des soucis techniques, au piratage ou à des pannes de batterie. Un autre nouveau type de verrou technologique est la serrure biométrique. Elles semblent appartenir aux films d'espionnage, mais elles sont en réalité très pratiques. Au lieu d'utiliser des clés ou des codes, ces serrures utilisent des parties de votre corps, comme vos empreintes digitales, votre visage ou même l'iris de vos yeux, pour déverrouiller les portes.
De cette façon, elles offrent une protection contre le volume de clés, la perte de code, le forçage, le perçage, le chalumeau et le piratage. De plus, certains coffres-forts disposent d'un délai d'ouverture et d'un blocage automatique en cas de tentatives infructueuses. Cela fait des serrures biométriques les plus sûres du marché. Toutefois, elles vont de pair avec un prix élevé, car elles font partie des types de verrous les plus coûteux à produire. Mais il y a davantage que le prix à considérer avant d'investir dans l'une d'entre elles. Par exemple, si les fonctionnalités de reconnaissance digitale ou faciale échouent. Ces verrous sont également équipés d'options de secours comme un clavier ou une clé ordinaire qui vous permettront de les ouvrir. De plus, ils nécessitent un entretien de temps à autre. N'oubliez pas qu'ils fonctionnent sur batterie, vous devrez donc les remplacer régulièrement. Vous devrez également en nettoyer les capteurs, en particulier la partie empreinte digitale, pour vous assurer qu'ils vous reconnaissent à chaque fois. Et n'oublions pas la question de la confidentialité. Le stockage de vos informations biométriques personnelles dans une serrure électronique soulève quelques questions. Comme vous le voyez, aucune serrure n'est parfaite, mais le secret de la sécurité de votre domicile ne réside pas seulement dans le choix de votre serrure. Celle-ci dépend également de la prise de quelques simples précautions. Par exemple, vous pourriez être l'un de ceux qui préfèrent garder leur vie privée pour eux-mêmes. Mais pour des raisons de sécurité, il serait judicieux de songer à vous faire quelques amis dans votre quartier. Voyez-vous, l'interaction avec vos voisins ou la participation à un programme de surveillance du voisinage peuvent aussi accroître votre sécurité. Lorsque vous vous absentez, vous pouvez le faire savoir à votre entourage et ainsi, des voisins vigilants pourront signaler toute activité suspecte qu'ils remarqueront autour de votre maison. Les objets de valeur qui sont facilement visibles à travers les fenêtres ou laissés sans surveillance dans le jardin peuvent attirer une attention indésirable. Assurez-vous de garder les articles coûteux hors de vue et fermez vos rideaux ou vos volets pour réduire ce risque. De nombreux propriétaires négligent de renforcer les fenêtres et les portes qui se trouvent à l'étage, en supposant qu'elles sont inaccessibles. Cependant, les cambrioleurs peuvent trouver des moyens astucieux d'atteindre ces points faibles. Ne laissez aucune échelle ou équipement du genre qui permette aux voleurs d'escalader votre maison et sécuriser chaque étage. Oublier de mettre à jour ou d'entretenir le système de sécurité de votre domicile peut le rendre vulnérable aux altérations ou à la désactivation. Assurez-vous d'avoir une maintenance et des mises à jour régulières pour garantir son bon fonctionnement. Un mauvais éclairage extérieur offre une couverture pour les cambrioleurs qui désirent y s'approcher sans être vus. Essayez des solutions comme l'installation de lumière avec détecteur de mouvement et assurez-vous que l'extérieur de votre maison soit bien éclairé pour dissuader les intrus potentiels. Vous devez également prendre en compte le fait que, quelles que soient les mesures de sécurité que vous prenez, il existe toujours la possibilité qu'un voleur puisse les contourner et pénétrer dans votre maison. C'est pourquoi vous devriez avoir un coffre-fort chez vous. C'est une ultime ligne de défense qui est souvent négligée, mais en cas d'effraction, un coffre-fort sécurisé peut vous aider à protéger des documents précieux, des bijoux et d'autres objets irremplaçables. Et enfin, un aspect souvent méconnu de la sécurité de votre domicile est le numérique. Si votre réseau Wi-Fi n'est pas sécurisé, cela peut être une porte d'entrée pour les cybercriminels voulant accéder à vos informations personnelles et à vos appareils intelligents. L'utilisation d'un mot de passe fort et l'adoption de mesures de sécurité avancées peuvent vous éviter cela. Ou bien, vous pouvez prendre un chien qui aboie très fort. En tout cas, pour moi, ça marche.